Salut l'équipe, quand on est journaliste, on peut se tromper, ça arrive, ça fait même partie des risques du métier, comme un podologue qui doit s'occuper d'un hobbit. Et je me suis trompé avec Golden State dans ma preview, les qualifiant d'équipe sans saveur, au-delà évidemment de Steph Curry. Alors pour tous les hooligans du commentaire qui m'imposent un mea culpa, comme si je m'appelais Balthazar et que je bossais avec leur meuf, les amis, voici ma repentance. Bravo les Warriors, 9 victoires donc et 2 défaites dans un savant mélange de formes de jeu bien huilées comme à la belle époque et d'un coaching novateur où tous les joueurs du roster semblent concernés. Évidemment, bravo aussi à Steve Kerr qui arrive quand même à donner 14 minutes de moyenne à Lindy Waters dans une équipe top 3 de la conférence Ouest quand cet été, ce même Steve Kerr nous expliquait que donner 10 minutes à Jason Tatum avec Team USA, c'était trop compliqué. Bravo Steve Kerr, qui est vraiment le sang. Steph Curry toujours aussi coquin, Draymond Green redevenu basketteur plus que podcasteur et revoilà les Warriors dans le coup. Mais fallait quand même, on va pas se mentir, avoir un sacré flair pour imaginer voir Golden State taper Boston, OKC et Dallas la même semaine. Alors, pour les grands nostalgiques de la belle époque des Warriors, profitez de ce chapitre bonus. Et pour les plus jeunes, n'hésitez pas, mais n'hésitez surtout pas à regarder l'une des plus belles dynasties de l'histoire, jouer encore si bien au basket 10 ans après leur premier titre. Je dois vous l'avouer, parfois, c'est vraiment cool de se tromper. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show et la nuit dernière la NBA nous a encore offert une nuit d'exception, une nuit magique comme dirait Catherine Lara, mon Thomas Dufresne. T'as la ref, Bah oui, j'ai la ref, mais pourquoi il n'y a plus de blagues comme ça un peu dans l'air du temps? On est obligé de faire des trucs de vieux là. Catherine Lara, Erwan, c'est une émission de jeunes et sur YouTube. Tu aurais préféré Clara Morgan? Non mais même elle, c'est vieux, c'est un truc de boomer, Clara Morgan, c'est finito. Bah écoute, moi la page. Moi je fais Naps, quand je fais des blagues de boomer, j'invite des OG du game, c'est pour ça. J'invite des OG du game, le retour de Théo Messer de Rivers. Comment ça va Théo? Toi tu l'avais cette rêve. C'est nos époques, sa mère. Enfin c'est l'époque de nos parents en fait. Ouais, hein. Oui, c'est ça parce que ça va très bien, mais pour le coup j'ai pas la réponse. T'avais même pas la rêve? Nuit magique. Tu l'avais pas? Je suis catastrophique. La voleuse de diamant? Catherine Lara? Bon merde. Ah désolé, non. Bon bref. Ça met du Wu-Tang lui. Attends, moi aussi. Ouais, t'as un mec de Catherine Lara avec tes parents, vous écoutez ça entre tranquille. Catherine Lara et Method Man, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Bon, t'as pas la ref. On est gravis déjà, Théo, de te recevoir. On va dire, pour ceux qui vont dire pourquoi Théo n'est pas dans le générique, parce que Théo, il n'était pas dispo le jour où on a fait un tournage. Il n'y a rien de personnel. Mais on te rendra ton oseille quand on pourra te le rendre. T'as pas la ref Catherine Lara, par contre, t'as la ref du dernier Reverse, du dernier MOOC qui est sorti. C'était sur les smalls, sur les petits peu. On s'est régalé encore une fois avec Thomas à écrire un petit article là-dedans. Dis-nous en plus et dis-nous surtout où les collectionneurs peuvent le trouver. Ouais, exactement. D'ailleurs, si j'étais pas dans le générique, c'est parce qu'on était en train de terminer ce numéro au moment où vous avez... faut faire des choix, mon C'est gars. ma faute, 100% ma faute. Ouais, donc on avait voulu faire un MOOC spécial sur... c'est ce que je dis souvent, sur les joueurs petits, mais qui sont pas des petits joueurs. Donc des mecs qui, malgré leur taille sous-dimensionnée pour notre sport, ont pu vraiment impacter le jeu. Et puis au-delà des portraits qu'on a, genre Muggsy Bogues, Iverson qui est en couverture, il y a pas mal de portraits. Il y a aussi des questions de fond un petit peu sur c'est quoi la place d'un petit dans le basket moderne. Quand on parle de small ball, est-ce que c'est vraiment joué par des petits ou est-ce que c'est joué par des grands mais sans pivot? Et aussi, par exemple, pourquoi la France a toujours été une terre d'accueil pour des petits meneurs américains extraordinaires et à l'inverse, on a les petits meneurs français, ils ont des parcours très compliqués, à l'image de Sylvain Francisco qui nous a fait l'amitié d'être le rédacteur en chef exceptionnel de ce numéro. Donc, on avait joué hier soir à Paris, incroyable. En Euroleague, incroyable. C'est cool parce que quand tu disais ça, les petits meneurs américains, ça me fera toujours penser à Shotney Rogers, moi. Clairement, entre autres. Un mec qui fait 1m60 et qui... Jennings. Ouais, Keith Jennings, bien sûr. Keith Jennings avec le Mans, qui avait joué au Warriors d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Bon, bah là, évidemment, David Holston, obligé de le citer. Dolan Rudd. C'est vrai qu'on a grandi avec cette culture moi, quand j'ai découvert le basket, le championnat de France,
80% des équipes avaient des meneurs ricains, petits, rapides. Obligé de citer David Linehan aussi. Oui, Comme ça, on a fait le tour des petits John, qui nous ont marqué. par contre, Ah oui, David, c'est qui David Ouais, Linehan? je sais pas, son frère un mec peut-être. un animateur. Ou son daron. Pourquoi David, n'importe quoi. Le virus. C'est vrai que moi j'ai grandi et c'est toujours un petit peu le cas, même si maintenant on voit des meneurs un peu plus balèzes. En tout cas, ce nouveau Rivers, le 15e déjà. Ouais. Bravo les gars, parce qu'on se souvient que t'étais déjà, on n'était pas encore dans le studio, mais t'étais venu nous présenter le premier. Ouais. Tu nous avais même parlé du projet de ces MOOC là, de comment vous alliez faire, comment vous vouliez créer quelque chose, un objet unique. Eh ben vous êtes au 15e, bravo les gars. Ouais, bravo. Tu Ouais. féliciteras toute l'équipe. Merci, puis merci aussi de nous avoir suivis là-dessus, parce que ça fait un bon moment qu'on collabore ensemble. Vous avez à chaque fois une rubrique à vous dédiée dans ce numéro, donc c'est plaisir partagé, et merci de nous avoir accompagnés là-dessus. Et voilà, Rivers, donc vous pouvez suivre sur le site aussi, avec une nouvelle version du site. Elle marche bien, cette nouvelle version du site? Ouais, sur basketsession.com, effectivement, c'est là, je le rappelle, mais c'est vrai que c'est pas disponible ni en Fnac, ni en kiosque, quoi que ce soit, c'est uniquement sur notre site. Voilà. Et oui, Pas eux, oui, hein. non, pas eux. Ah ouais, non, pas eux. ah oui. Non, mais le site, ouais, ça marche bien avec, comme on en avait parlé la dernière fois que j'étais passé, avec l'opportunité pour les lecteurs de créer eux-mêmes leur post. S'ils veulent partager des choses, ils peuvent créer ce qu'on appelle des sessions, et voilà, des articles, ou s'ils veulent partager des choses avec la communauté, c'est possible maintenant. Il y a le podcast aussi qui marche très bien. Ouais, merci. Ouais, bah, c'est vrai qu'on a multiplié cette offre-là depuis 2 ans, et les gens nous suivent, donc c'est cool. On a un podcast hebdomadaire, alors c'est pas comme le First Day Show, mais sur lequel on est sur une thématique longue, et puis tous les matins, il y a ce qu'on appelle le CQFR, ce qu'il fallait retenir de la nuit NBA, dans lequel on décrypte dès le matin tout ce qui s'est passé dans la nuit, donc ouais, ça marche bien. Voilà, on est ravis en tout cas de te revoir. Bravo à vous. On suit évidemment attentivement les frérots de Basket Session avec qui on travaille maintenant depuis quasiment le début de l'aventure First Team. Oui, on va toujours bosser ensemble. Ouais, je pense. Ouais, clairement. Ouais. Exactement. Allez, avant d'aller dans le sommaire de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, on va aller sur les annonces rapidos. Et dimanche, vous le savez, le dimanche, c'est le championnat de France et c'est First Team qui commente. On sera donc au match Paris Basketball 6 Strasbourg. Ça sera commenté par Messoin, associé à Thomas Laroukis. Donc ça va être une belle affiche entre le Paris Basketball qui rayonne sur ce début de saison, qui vient d'enchaîner une 5e victoire d'affilée en Euroleague, rien que ça, et la SIG Strasbourg, équipe pas facile à prendre, coachée par mon gars sûr, Lolo Villa. DAZN, on va rester parce que Thomas, c'est la belle annonce de cette semaine, c'est que DAZN va récupérer les matchs de l'équipe de France de basket. Absolument, et que ces matchs seront disponibles gratuitement sur la plateforme. Donc 19h, il y a du championnat de France avec Erwan, mais il y aura aussi la semaine prochaine l'équipe de France, donc dans ces matchs de qualification pour l'Eurobasket 2025. Le match à Chypre et ensuite à Poitiers contre Chypre. C'est jeudi 18h le 21 novembre et dimanche prochain à 17h. Donc ce sera l'occasion de revoir Andrew Albici avec le maillot de l'équipe de France, entre autres. Excellent choix de Paul photo. Lacombe, Nicolas Lang, qui j'oublie. Jean-Marc Pansard, on va voir des parce qu'on va voir des nouveaux joueurs aussi avec le maillot de l'équipe de France. C'est ça qui est intéressant avec ces fenêtres-là, c'est de découvrir des joueurs qui vont porter le maillot de l'équipe de France pour la première fois. Et Nolan Traoré. Évidemment. On aime bien sûr. voir les attitudes des mecs qui Pour portent le citer maillot. bien sûr. de l'équipe Désolé de aux France autres. Puis ça sera surtout la première de Freddy Fotoux en tant que sélectionneur. Plein de belles choses à voir. Ça sera sur DAZN. Vous avez les dates et puis si jamais vous avez oublié, ça se passera sur nos réseaux sociaux. Le NBA Classic Game, vous savez, tous les lundis de 22h à minuit dans le Big Monday qui commence à 20h, lui pour le coup, de 20h à 22h, libre antenne, 22h, minuit, le NBA Classic Game, Lakers, Pistons 88, Game 7, ça te parle? Ah bah carrément. Eh ben, rendez-vous lundi, mon Théo, avec un énorme match de James Worthy, la bise entre Magic Johnson et Isaiah Thomas. C'est un match 7 de finale NBA entre deux équipes légendaires. Soyez bien avec nous. Donc lundi, dès 22h pour voir ce match de légende. Il y a plein de belles choses, Thomas. Et beaucoup d'anecdotes. Surtout, vous savez que Magic et Isaiah Thomas étaient d'abord les meilleurs amis du monde, puis clairement rivaux et ensuite ennemis, clairement. Donc beaucoup de choses à raconter. Dennis Rodman jeune et tout, ça va être fantastique. James Worthy qui réalise bien sûr l'une des plus grandes performances lors d'un match 7. Dennis Rodman jeune, ça vaut le coup d'œil. Pour les plus jeunes d'entre vous, si vous voulez voir Dennis Rodman jeune, sans tatouage et sans teinture dans les cheveux, c'est le moment. Et vous allez voir son rôle. Quand on dit que c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, c'est pas pour rien. C'est cool de voir les matchs NBA, non, comme ça sur YouTube. Mais ce qui est de mieux, Théo, c'est de les voir en vrai. Ah oui. Et si tu veux voir des matchs en vrai, ben ça se passe avec Sport US Travel. Regarde. Depuis plusieurs années, la NBA n'a cessé de se rapprocher du public en France. Plus de matchs à la télé, plus
plus de contenu sur les réseaux et même des matchs à Paris. Mais si tu es fan de basket, tu dois absolument vivre la NBA de l'intérieur aux États-Unis et Sport US Travel a ce qu'il te faut. Imagine-toi à New York au Madison Square Garden ou bien à Los Angeles pour voir les Lakers ou les Clippers. 20 000 places remplies avec une ambiance de ouf, les joueurs que tu as toujours regardés à la télé ou sur ton téléphone devant toi en vrai. T'imagines? Eh ben imagine encore plus grand, plus loin. Toi sur un parquet NBA en train de jouer. Eh ben t'es pas en train de rêver puisque c'est exactement ce que propose Sport US Travel. Un voyage aux États-Unis, 2 matchs, une fun expérience sur le parquet pour vivre donc pour de vrai la NBA. Depuis le 2017, nous voyageons avec Sport US Travel qui propose des forfaits incluant le vol, l'hébergement et bien sûr vos billets pour les matchs. Tout est prévu pour non seulement kiffer à la salle, mais aussi dans la ville pour vivre des moments inoubliables. Avec First Team, nous serons à New York fin février. Alors viens avec nous, on se retrouvera au Garden, mais aussi tout en haut de l'Empire State Building. Ne manque surtout pas l'occasion de réaliser ton rêve de basketteur ou de fan de basket. Tout est disponible sur le site sportustravel.com. Allez, viens avec nous à New York, c'est toujours un vrai plaisir au mois de février. Ça caille, mais on voit de bien belles choses. Allez, on va se plonger dans le sommaire de l'émission. On reviendra sur les news avec des performances cette nuit incroyables et une performance record pour Victor Wembanyama notamment. Et Giannis Antetokounmpo aussi qui réalise la meilleure marque de cette saison. Un débat sur les Warriors. Est-ce qu'on est surpris de voir les Warriors au top sur ce début de saison? Est-ce qu'on peut avoir un nouveau revival autour de ces Warriors? Jusqu'où on les voit aller cette année? On prendra le temps d'analyser ce début de saison. La palette, elle sera sur l'équipe. Incroyable aussi, peut-être surprise de ce début de saison. Les Cavs qui sont à 13-0, ça sera la palette de Thomas. On reviendra sur toutes les armes offensives, collectives et individuelles de cette équipe-là. Et puis on finira sur le quiz où on a en plus l'un des rares qui est capable de nous attraper sur le quiz. C'est toi, Théo. En plus, je te le dis, on est très mauvais. Moi, personnellement, mais de manière générale, on n'est pas bon sur les quiz. Ouais, parle pour toi, hein. Je parle pour moi. Je parle pour tout le monde. 4 trucs, attends. Essaie de t'endormir. Non, mais il suffit de moi, lui, attends. J'ai eu moi la semaine dernière avant Portland et tout, lequel je suis très mauvais. Je suis très mauvais. Ramon Session, je l'ai eu direct. Non, mais tu fiches de moi. Moi, j'ai la haine. Chris Smith, je l'ai eu en libre antenne. Ah ouais, donc on est dans le même sac dans tous les cas, quoi. Écoute, on règle ça dans 1 heure. On verra. Voilà. Enfin, j'espère pas parce que j'irai ma fin. Et on verra qui il a faim, mais en tout cas, nous, on a une émission à faire. On commence comme d'habitude avec les news. Catherine Lara l'avait annoncé, c'était la nuit magique hier soir donc, et Victor Wembanyama ne s'est pas privé, record en carrière face à son pote Bilal Coulibaly et à son pote Alex Sarr, 139-130 victoire des Spurs, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la ligne en dessous, Victor Wembanyama, 50 pions, 6 passes décisives, 8 sur 16 à 3 points. Thomas, il était en phase hier, hein, Victor. Hein. Il est en phase depuis 3 matchs. Hein. Il est en phase depuis 3 matchs, puisque ça fait 3 matchs d'affilée où il marque 6 3 points ou plus. Là, évidemment, en marquant 8, c'est son record en carrière. Il a été exceptionnel d'adresse. Vous savez ce que je pense, hein, moi, de sa conception là, du basket qu'il est en train d'installer dans sa saison, la conception qu'il est en train de mettre en place avec les Spurs, d'être beaucoup extérieur, beaucoup sur le shoot à 3 points. Bon, hier, il a 4 sur 10 à la mi-temps, et tu sens qu'il est dans une grande soirée, il est très en confiance, il prend beaucoup de tirs en première intention et tout. Donc, ça a été une soirée exceptionnelle, vraiment, où tu sens aussi que l'adversité ne pouvait absolument rien faire. C'est Alex Sarr et Valanciunas en face, ils n'ont rien pu faire contre lui, mais 50 points en 26 minutes, il a 8 sur 16 à 3 points, il est indéfendable quand il pénètre, il est indéfendable quand il est proche du cercle. On a vu le meilleur visage de Victor Wembanyama possible. En même temps, il a mis 50, le mec, j'avais pas dit autre chose. Théo, 50, c'est pas rien. Hein. Bah non, c'est clair, non, c'est impressionnant, effectivement. Depuis 3 matchs, surtout, je trouve qu'il est plus en rythme, en fait, dans ses prises de tir, dans des meilleurs timings, etc. Et ce qui était bon, après, ça reste, faut quand même remettre en contexte, hein, ça reste des Washington, ça reste la défense de Washington, mais malgré tout, ce qui m'a plu, c'est que derrière, il s'est pas, même s'il en a pris beaucoup des tirs à 3 points, il s'est pas contenté de ça, t'en parlais. Il y a des moves où il pénètre, il y a un moment où vraiment il roule fort après un pick and roll, et nous, je pense que tous, on a envie de voir cette alternance, et c'est ça qu'on fait à terme, qu'on fera à terme un joueur injouable, c'est s'il trouve de l'alternance dans les bons timings. Il tire même à mi-distance, on a vu, tu vois, faire les petits jab steps avant de dribbler, en fait, il avait toute la gamme là hier. Hein. Ben, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu hier soir, c'est l'alternance dans le jeu, tu l'as dit, proche du cercle, du mid-range, du tir à 3 points, 16, mais alors 16 tirs à 3 points, c'est énorme, mais la sélection, il y a peu de tirs à 3 points contestés. On sait qu'il a le range, il peut shooter de loin, mais je trouve que c'est des tirs à lui, des tirs en rythme, il s'est pas précipité comme on a pu le voir. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en face, c'était surtout Alex Sarr et Valanciunas qui sont des postes 5.
Et dans les 3 matchs où il est plus adroit, je vois surtout une sélection meilleure. Et il n'y a surtout pas de poste 4 plus petit qui viennent le chicoter. Mais j'ai aimé le côté, je me rapproche du cercle, je prends les appuis, je vais mettre des dunks, je mets des paniers faciles proches du cercle. C'est surtout ça qui m'a régalé. C'est la palette très large de Victor Wembanyama. Ouais, je te rejoins, tu vois. Il y a d'un côté, en fait, il met 50 points, les gars. Il a 21 points, il a 21 ans, il est français, il a mis 50 points dans un match. On peut dire que c'est la défense des Wizards, on peut dire que c'est la saison régulière. Le mec, il a mis 50 points. Je ne galvaude pas ça. Bravo, Victor. C'est incroyable. Même en départ, on s'en fout de la départementale. Même en départ, tu mets 50 points. D'accord, mais. Non, mais c'est pour ça. Non, mais 50, c'est 50. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'était la NBA hier. Donc, et que c'est Victor et que même si on a des petites frustrations, vraiment, on le répète, je trouve pas que ce soit parfait dans ce début de saison. Le constat, c'est qu'il met 50 points. Ils sont à 6 victoires, 6 défaites. Ça se passe plutôt bien. Devin Vassell n'a pas été là pendant longtemps. On a appris que Popovic a fait un mini AVC et que ça a l'air d'aller. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais il y a eu quand même plein de petits comment dire, des petites étapes à passer, des contretemps, des petites choses. Il a mis 50 pions, les mecs. Il y a que Tipeee qui a mis 50 points dans un match NBA. Donc quand je me suis levé ce matin et que j'ai regardé le match en entier là, je me suis dit ouais, je suis en train de voir une performance juste historique. Donc j'en ai profité. Tu parles de l'histoire et pendant qu'on regarde ce tableau, Théo, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce début de saison de Victor. On en a beaucoup parlé, où on a l'impression que par moments il forçait les choses, il était en train encore de chercher, de vouloir faire des choses peut-être un petit peu trop à sa façon. Quel regard t'as, toi, sur le début de saison de Victor ? Moi, je suis plutôt serein, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à se précipiter à cause du potentiel incroyable et de ce qu'on sait qu'il est capable de faire, de ce qu'on aimerait déjà le voir être en mesure de réussir. Mais c'est ce que tu as dit, il est encore en train de se chercher. Pour moi, c'est un joueur qui est limite en post-formation, en fait, qui est en train de voir ce qu'il peut faire, qui est en train dans un effectif qui est pas non plus abouti, qui est en train toujours de se construire petit à petit. Donc, je pense j'étais pas inquiet par son début de saison, ça n'empêche pas de dire que c'est un début de saison qui était mitigé, moyen, qui n'était pas au niveau des standards auxquels on peut déjà l'attendre. Mais pour moi, il n'y avait vraiment pas de raison de tirer la sonnette d'alarme. Et pour la question des tirs à 3 points, tu sais, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est quand même orgueilleux. Et quand je dis ça, c'est pas une critique, en fait, parce que c'est le moteur de l'orgueil. Bien sûr. Et je pense que tu vois, les critiques sur le nombre de tirs à 3 points, j'ai l'impression que quelque part, ça l'a un peu piqué dans son orgueil. Et il a envie quand même de montrer qu'il est capable de faire ça. Et je pense que les choses vont se lisser. Et que voilà, il y a un équilibre qui va se trouver au fur et à mesure de la saison sur ça. Je te rejoins complètement, moi, ça, sur l'orgueil. C'est la 2e meilleure performance donc d'un Français en NBA. C'est la 6e meilleure performance d'un Européen en NBA. Ouais. Et ce matin, là, avec les gars sur Twitter, là, je me posais la question, je sais pas, elle m'est venue comme ça. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'il y a un mec de 2m20 ou plus qui marque 50. Alors, ça, c'est pas une stat que je mets en avant en mode on a trouvé quelque chose. C'est juste pour dire que c'est rare qu'un gars de 2m20 enchaîne de longues saisons, une longue carrière avec beaucoup de saisons, on connaît les trucs des blessures, mais que soit un force scoreur. Si on prend Porzingis, Rick Smith, Ralph Sampson, Yao Ming, donc c'est les 4 meilleurs, en tout cas moi je dirais que c'est les 4 meilleurs à 2m20 ou plus, il n'y a pas un mec qui dépasse les 44 points. Donc il a 21 ans, il a déjà mis 50 points dans un match NBA et il est en post-formation. Il n'a pas encore 21 ans. Si, il a eu 21 ans, non ? Non. Bah, vérifie. Il y a un truc qui est bien aussi, si on peut remettre les stats, s'il te plaît, je vais les prendre, Polo. Il est du 4 janvier 2004. Et donc moi, je vois 20 ans. Il a 20 ans, ok, très bien. Il a 21 ans dans quelques trucs en raison de plus pour être dithyrambique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on était un petit peu déçus, vous savez, on regardait les stats, on voyait 17 points, etc., ce genre de choses. Là, avec les 34 points il y a 2 jours, les 50 d'aujourd'hui, et ben hop, d'un coup, toutes ces stats remontent de ouf. Il a 22,2 points, 10,2 rebonds, 3,8 comptes, c'est toujours énorme après le match de 9 qu'il a fait. Et les pourcentages surtout augmentent. 47% au tir au global et 34% à 3 points. Il est, je le redis, il est sur 3 matchs là où il est pas en phase, il est exceptionnel avec 6 3 points marqués au minimum. Il est à 8 sur 16 hier soir. S'il continue cette bonne vague là d'adresse, il va continuer à grimper très très vite et on sera rapidement dans les eaux qu'on imaginait là, tu sais, à plus de 25. Ce que je vais attendre, moi, de la part de Victor sur les prochains matchs maintenant, c'est quand il va se retrouver sur des défenseurs poste 4 plus petits, mais très durs. On a vu que finalement cette année, c'est là où il a été le plus contrarié et je suis curieux. Alors ça prendra du temps, mais de voir maintenant les réponses qu'il va amener. On a encore vu que sur les 3 derniers matchs, quand tu lui mets un poste 5 en face, il est détruit.
Donc je pense que les équipes vont s'adapter, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage et de comment lui va trouver les solutions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Victor trouve toujours les solutions. On reste avec un Français, on reste avec un pivot dans un autre registre, mais il nous fait kiffer. Et on a vu l'occasion de le croiser à Los Angeles. Désormais, il est du côté des Charlotte Hornets. C'est Moussa Diabaté qui, depuis 3 matchs, fait un chantier. Mon frérot, il nous fait un match à la Dennis Rodman avec 0 points, 15 rebonds, 3 blocs en 29 minutes. Bravo, mon grand. Derrière, 4 points, 11 rebonds en 23 minutes. Et puis, face à Orlando, 12 points, 15 rebonds, 3 passes décisives en 30 minutes. Thomas, on l'avait rencontré à Los Angeles. On sait que c'est un bosseur. Nico nous l'avait confié. C'est quelqu'un qui ne demande pas grand-chose. Il demande juste une chose, c'est qu'on le foute sur le terrain et il va donner son corps à l'équipe. Et c'est exactement ce qu'il est en train de prouver. Ouais, c'est vrai que pendant 2 ans, il était en couveuse chez les Clippers. On l'a vu vraiment de manière très très peu finalement sur le terrain. Il a eu peu de minutes, peu de moments où il a pu s'installer. Là, chez les Hornets, c'est tellement une franchise où ils savent pas où ils vont aller, où il y a des blessures tout le temps. Bah lui, il est en train de tirer son épingle du jeu. Il nous sort 3 matchs de très haut niveau sur des gros temps de jeu avec des stats qui marquent, des doubles-doubles, des sorties à 15 rebonds, des contres. Et surtout, on a la sensation que son coach l'aime bien. Donc moi, j'aime bien quand les gars arrivent à saisir l'opportunité de jouer et qu'il est apprécié par le vestiaire et par le coaching staff. Ouais, mais trop content pour Moussa parce qu'en fait, même aux Clippers, sur les petits temps de jeu qu'il avait, tu voyais toutes les qualités en fait qu'il avait de cœur, d'énergie, rim runner, à sortir, porter un écran, tracer au cercle, refaire les efforts de multiples fois. Donc là, je suis ravi qu'il ait l'occasion de se montrer avec Charlotte. Et voilà, je pense que simplement, c'est enfin l'opportunité pour lui de montrer ce dont il est capable et on le sentait venir quand même. Et forcément, j'ai envie de penser à l'équipe de France, moi aussi, quand je vois Moussa Diabaté. Ça va donner un petit peu des maux de tête à Freddy Fotoux, parce que le secteur intérieur va être bien chargé. Il n'empêche que des profils comme ça, de Sutier, qui va au charbon et qui ne demandent pas grand-chose, il n'y en a pas 40 en équipe de France. Ça donne des idées, évidemment, voyons loin, pour Los Angeles. Et même, si vous déjà... Brisbane. 2032. On verra. On se projette beaucoup trop loin. On va revenir à ce qui s'est passé hier soir. On va parler de Giannis Antetokounmpo qui a fait mieux hier soir que Victor Wembanyama avec 59 points. En ce moment, les Bucks vont mal, mais Giannis Antetokounmpo s'occupe de tout côté Bucks. Théo. Ouais, bah écoute, c'est un peu comme Victor en fait. Hier, il était en rythme tout de suite, notamment sur son tir extérieur, que ce soit à 2 points ou à 3 points. Et en fait, une fois qu'il est en rythme là-dessus, il est ingérable, quoi. Et honnêtement, tu sentais simplement que l'adversaire n'avait pas les solutions. De toute façon, qui a les solutions pour Giannis quand il commence à mettre de loin, ça ouvre tout le jeu pour tout le monde. Et ouais, hier, il était extraordinaire. Et heureusement, parce que Milwaukee a eu besoin qu'il soit à ce niveau-là pour aller le chercher. Ouais, bon, après, Damian Lillard était blessé, mais ouais, grosse perte. De toute façon, sur ce début de saison, il est énorme. Hein. Il est monstrueux. Lui, pour le coup, il n'est pas du tout en train de baisser de niveau. Faut que l'équipe s'organise autour de lui et faut que ça bouge autour de lui. Parce on a fait un débat la saison, la semaine dernière. Ouais. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu autour des Bucks. Il y a des inquiétudes, même si Giannis rayonne. Oui, il rayonne. Et ce que j'apprécie, moi, c'est qu'on parlait de Victor et de la post-formation. Vous vous souvenez, en 2021, il était déjà très fort, double MVP, il a été défenseur de l'année, mais on a toujours eu cette sensation qu'il était loin d'avoir exploité son potentiel maximal. Il était encore assez jeune, il avait 26 ans et tout ça. Là, le match que j'ai vu hier, je vois un joueur hyper abouti. Parce qu'on connaît ses qualités physiques, bien sûr, son QI basket dans les moments où le basket est ouvert et il a plus de difficultés quand ça se resserre, surtout en play-off et tout. Hier, ce qui dégage, c'est un truc à la Dirk, je vous le dis très honnêtement. Alors, je mets les qualités physiques de notre ami Giannis, mais dans la confiance dans son mid-range, dans les prise de décision sur le tir extérieur dans des spots où c'est lui qui décide de tirer à tel endroit dans son propre rythme et surtout le volume de tir extérieur qu'il met hier, je rajoute à ça le 16 sur 17 au lancer franc, c'est une performance XXL pour un joueur qui a déjà mis 64 points l'année dernière, on s'en souvient, mais là 59 points avec du tir extérieur, c'est un autre joueur qu'on est peut-être en train de découvrir et d'ailleurs ça se voit dans la fluidité de son tir extérieur. Il n'est pas fini Giannis en fait, c'est ça qui est fou avec lui. Non mais ce que je veux dire c'est que là ça y est, il n'était pas fini en fait les dernières saisons, là on est en train de devenir le joueur qu'on attend. Exactement. C'est ce que tu es en train de nous dire. Exactement. Et c'est effrayant. Exactement. J'ai vu la performance d'un mec là qui est en train d'exploiter son potentiel, qui est capable de tirer extérieur et de mettre de faire des cartons à 50 points sur du tir extérieur. Attention à la suite. Attention Giannis, est-ce qu'il sera toujours du côté des Bucks? Justement, on en a parlé hier dans le débat. En rapide, tu vois les Bucks exploser cette saison, tu vois les Bucks raccrocher justement le wagon. Bah, le problème c'est quel wagon, parce qu'ils sont construits pour jouer le titre ou rien, donc moi je les vois pas raccrocher ce wagon là, en tout cas je vois pas de solution miracle pour Milwaukee cette année, et ouais, il y a des choses qui vont devoir bouger, mais je sais pas trop dans quelle mesure, je sais pas trop. Deuxième classe, pas wagon de tête, j'entends ça ici apparemment. La première classe, c'est pas pour cette année.
Avant qu'on aille sur la news Eric Spoelstra, vous le savez, tous les mercredis, on vous propose Undrafted sur le YouTube NBA Europe. Et hier soir, on a parlé d'un Français, Gershon Yabusele, du côté des Sixers, avec qui ça se passe pas mal. Le retour de Gershon en NBA, on en parle dans NBA Undrafted. Ça se passe sur le YouTube NBA Europe ou sur votre NBA ID. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous donner de la force sur ce projet aussi. C'est tous les mercredis, dès 17-18 heures, à peu près la fin d'après-midi. On vous met en ligne une émission d'une demi-heure chaque semaine. Il s'est passé quoi je vais pas parler à Thomas qui n'a jamais coaché, même s'il aurait pu, mais tu ne l'as jamais coaché. Tu n'as jamais coaché. Je sais pas pourquoi je prends un tir, oui, j'ai jamais coaché, c'est pas grave. Hein, c'est pas un tir. Bah, si, moi, j'ai jamais monté je le le prends mal. J'ai jamais monté le un match. Tu sais quoi, quand je me suis fait écraser, j'ai coaché un match et t'as perdu. Ouais, mais j'ai un coaching qui, après, est ressorti quand même de mes coéquipiers en disant, en gros, tu pourrais être coach. Et ça m'a fait plaisir. Très bien, tu pourrais être coach. Théo, toi, t'as été coach. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Eric Spoelstra? Comment on peut être... on peut... Honnêtement, ça m'a fatigué le cœur. C'est un coach qu'on aime beaucoup, qu'on a vu arriver en NBA, se construire. Ça fait, je crois, 17 ans qu'il est en NBA. Et il a fait un truc un peu fou. Il a pris un temps mort, alors qu'il n'en avait plus de technique, et ça a coûté la victoire à son équipe. Ça t'est déjà arrivé, toi? Une Chris Webber, comme on appelle. Ouais, Chris Webber est joueur, il était sous pression. C'est quand même un temps mort qui te fait perdre. Mais non, mais en fait, c'est fou parce que c'est ce que je disais hier à mes camarades. Là, si on m'avait demandé lequel des 30 coachs a fait une dinguerie comme ça, jamais j'aurais pensé à Eric Spoelstra en premier. Je pense qu'il faut remettre le contexte. En fait, juste avant, ils se prennent un alley-oop sur une touche, donc je pense que ça lui a fait... Déjà, les fils sont touchés. Il a pris un temps mort en automatique parce qu'il dit, je vais les pourrir sur le banc, c'est pas possible. Et puis craquage, de toute façon, il s'en est excusé après, il a dit qu'il prenait la défaite pour lui, mais c'est vrai que c'est hyper étonnant pour un coach aussi méthodique, aussi, je pense que c'est, voilà, chaque année, c'est l'un des tout meilleurs techniciens qui existent, donc c'était assez dingue, quoi. C'est archi intéressant ce que tu dis, parce que la remise en jeu des Warriors sur la alley-oop, la défense, elle est dramatique, la communication, elle est honteuse. Du 8 peut-être. Du 8, oui. J'ai dit quoi? Des Warriors. Et parce que je suis déjà dans le débat, mais je suis un mec dans le futur, ça va pas la tête. Là-bas, moi. Ok, Marty McFly. Et ça fait péter les plombs, ça, quand tu prends des paniers comme ça sur un manque de communication de base. Alors oui. Gros, ils sont 24 assistants. Oui, on va prendre la déclame, mais ils ont 24 assistants. C'est un coach les a pas chargés. Qu'est-ce qu'il fout, gros? Arrêtez, on est là, il est plein d'émotions. Mais gros, c'est une dinguerie de ouf. J.R. Smith, on se fout de sa gueule. Là, il faudrait qu'on se foute de sa gueule. On peut dire oui, peut-être que... On va prendre sa déclaration parce qu'il était très marqué. Voilà. J'ai fait une grave erreur mentale à la fin du match. Cette défaite est pour moi. Je m'en veux beaucoup. Il a vraiment aucune excuse pour ce que j'ai fait. Ça fait 17 ans que je suis dans la ligue. On venait d'en parler lors du temps mort. Heureusement. Je savais qu'il m'en avait plus. De pire en pire. J'ai juste été emporté par mes émotions. Bon, écoute, ça arrive à tout le monde. Voilà ce que je comprends. C'est vrai que souvent, on s'en prend aux assistants comme ça parce que c'est leur taf. Après, on sait qu'en NBA... c'est pas comme en Europe où tu vas à la table et tu demandes temps mort. Et là, ton assistant, il te voit aller à la table. Tu rentres sur le terrain, tu fais ça. Oui, mais ils sortent d'un temps mort parce que c'est ça qui est intéressant. Tu viens de dire, ils prennent un temps... Il restait une seconde, ils prennent le alley-oop. Et il y a eu 3 minutes de temps mort dans un money time juste avant. Moi, je comprends que c'est vraiment un manque de lucidité d'un mec pourtant hyper expérimenté. Comme quoi, tout le monde peut rater des pénaux. Tu dis tout le temps, même Zizou, il a raté des pénaux. Bon, ça fait partie du jeu. Platini, il a raté un pénaux en Coupe du Monde. 86 contre le Brésil. Mais bon, ça pas grave. L'équipe, la France était quand même qualifiée. Tout à fait. Ils avaient perdu contre l'Allemagne. Pas bravo Joël Batz, c'est le coup franc. Bref, pourquoi émission de c'est incroyable. Hey, si le qui suis chez France Beckenbauer, gros, je peux te dire que je vais gagner. On enchaîne avec la dernière news de cette émission et c'est le moment kiff. Théo de cette semaine, c'est le retour de Klay au Chase Center à Golden State. Franchement, on va parler du match après, mais la cérémonie, l'émotion des deux côtés, fantastique. Ouais, exactement. C'était cool aussi là, tous les spectateurs avec la petite casquette de marin, là, parce qu'on sait qu'il est fan de yachting, etc. Mais c'était grand moment, et puis le match était à la hauteur de ça, parce que parfois c'est vrai que tellement bouffé par l'émotion, des fois les mecs sont pas capables de performer. Alors Klay, il y a eu des hauts et des bas dans le match, mais quand même c'était... C'est un jour Spoelstra doit revenir à Miami, il va être mangé par les émotions. Sacré Eric. Non, franchement, c'est une image exceptionnelle. On l'attendait un petit peu, son retour après 13 ans. Il a tout connu avec les Warriors. C'est une dynastie, c'est incroyable. Quelque part, on a ce type de joueur-là, on a envie qu'il reste toute leur vie dans la franchise. Bref, il a fait d'autres choix. Il part aux Mavs pour des raisons évidentes.
Et on se retrouve là avec ce moment un peu... Tu vois, je le disais hier dans Clutch, la NBA, c'est vraiment le monde de l'argent, de l'oseille, des faux semblants, des blairs et tout. Et là, c'était un moment authentique. J'ai vu vraiment de l'émotion pour Klay Thompson déjà, et puis aussi pour le public qui est venu l'acclamer. Dans la conférence d'après-match, il a dit j'ai vu des gens en fait, que je vois depuis des années venir spécialement ici pour me soutenir, enfin en tout cas pour me rendre hommage. C'était un très bon moment, et tu as raison de souligner, c'est toujours mieux ce moment quand c'est suivi d'un très bon match. Ouais, et on a eu un super match, on a vu un très bon Klay Thompson avec 22 points, 6 sur 12 à 3 points. Il a retrouvé des sensas, notre ami Klay Thompson, au Chase Center. On le voit là, 6 sur 12, malgré la défaite. Mais c'était important aussi, vous l'avez dit les gars, d'avoir un vrai duel entre Steph Curry et Klay Thompson. On l'a eu, mais celui qui est sorti vainqueur de ce duel, c'est Stephen Curry avec un match, encore une fois, de mammouth. Messieurs... Attends, juste avant que tu dis ça, est-ce que vous avez vu la raison pour laquelle... Je l'ai vu. Je dis, est-ce que vous avez vu? Alors, je l'ai lu sur Basket Session tout à l'heure. Pourquoi Steph était particulièrement remonté quant à ce match, et pourquoi à la fin il y a cette célébration qui est franchement un peu abusée vu que c'est un match de saison régulière. Je l'ai lu sur Basket Session, mais vu ta tête, je pense que tu l'as pas. La honte, non, je l'ai pas du tout. Bon, je vais quand même pouvoir vous le dire, mais visiblement, Steph devait parler avant le match. Donc là, on revoit la célébration extraordinaire là, sur le dernier tir, le dagger sur Derek Lively. Steph devait parler avant le match pour rendre hommage à son pote. Et finalement, ça a été annulé. Il n'a pas parlé, vous avez bien vu. Apparemment, c'est parce qu'il voulait se concentrer, etc., annulé au dernier moment. Et qu'à un moment donné, il a demandé un truc à Klay, je ne sais pas si c'est par texto ou quel que soit le moyen, et Klay l'a ignoré avant le game. Donc il a dit, ah, ok. Eh ben on va voir. Et donc il a mis 37 points. Voilà. C'est les histoires qu'on aime bien. C'est pas les histoires qui nous régalent, ça, de poteaux, j'adore. On va en faire un documentaire. On leur fait confiance. Produit par Basket Session. Exactement. Parfait. Exactement. On va doubler ESPN comme ça. Si tu doubles ESPN, bravo. Je te le dis. Bon courage. Racheté par Disney bravo. et tout, bravo. Tu parlais de Stephen Curry. Il a été donc le MVP de cette rencontre, mais il est surtout, avec les Warriors, l'une des belles surprises de début de saison. On voit ça dans le débat. Je l'ai dit dans l'édito, dans la preview aussi sur ce début d'année, j'étais pas spécialement convaincu de voir les Warriors comme une équipe top 6 de cette conférence Ouest. Sur le début de saison, après plus de 10 matchs, clairement, les Warriors sont installés très confortablement dans le top 3 de la conférence Ouest. Une très bonne attaque, une très bonne défense. On retrouve plein de choses qu'ont fait les belles heures de ces Warriors-là, avec on le dit, donc 118,9 points inscrits, 108 points encaissés, 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Messieurs, ma première question, elle est simple. Est-ce qu'on est surpris de voir les Warriors à cette place-là sur ce début de saison ? Surpris, oui. Ils ont été même co-leaders là, avant la victoire de Casey hier soir, avec le même bilan que les Suns aussi. Surpris, oui, parce que on aurait pu imaginer qu'il y avait là une continuité dans l'effectif, le coach. Klay Thompson est parti, on vient de le dire. Mais de là à imaginer que dans cette conférence Ouest qui est vraiment dingue, les Warriors puissent nous proposer une défense aussi exceptionnelle que ce qu'ils font depuis le début d'année, ça franchement, même les plus fous parmi les fans des Warriors, tu pouvais pas le prévoir au vu de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc oui, la surprise, elle va sur le contenu des matchs et sur les résultats comptants. Quand t'es à 9-2 et t'es tout premier, enfin t'es deuxième de la conférence Ouest, j'ai envie de dire que quand même je suis surpris parce que moi je les voyais dans le play-in. Je peux encore les voir dans le play-in en fin d'année, mais c'est un autre débat. Ouais, moi, pareil, en fait, je suis surpris. En fait, j'étais intrigué parce que j'avais bien aimé le recrutement. Je trouve qu'ils ont que des joueurs qui collent avec leur identité, que des joueurs qui sont intelligents, ils ont beaucoup de playmakers, c'est des athlètes, c'est grand, c'est une espèce de version un petit peu en dessous d'OKC, je trouve, dans la construction de l'équipe avec moins de stars. Mais par contre, je les imaginais pas faire un début de saison comme ça. Pareil, je me disais, ils seront peut-être qualifiés d'office pour les playoffs, voire au play-in. Donc c'est une belle surprise et ça commence effectivement, vous en avez parlé tous les deux, par la défense qui est exceptionnelle en fait. Elle est incroyable, la défense qui est proposée par ces Warriors depuis le début de la saison. Et c'est vraiment un petit peu comme à chaque fois qu'ils sont allés loin, ça part toujours de leur défense. On parle souvent de l'attaque, mais ça part toujours d'une défense qui est au-dessus des standards de la NBA. Et si la défense va bien côté Warriors, c'est forcément qu'il y a un homme qui s'est remis à devenir à son premier, qui revient à son premier métier, c'est Draymond Green. Basketteur, tu veux dire ? Ouais, basketteur. Oui, faudra lui rappeler. Oui, voilà. Alors, on sait que lui, c'est le chef de la défense. Alors, ses stats, elles sont ce qu'elles sont, mais on connaît l'importance de Draymond Green et tout ce qu'il fait qui n'est pas marqué dans les stats. On sait que c'est une défense collective, mais le général de cette défense, c'est lui. Et lui, il a changé beaucoup de choses sur ce début de saison, Tom. Ouais, c'est important de toute façon que lui, qui est au cœur du réacteur d'un point de vue défensif, mais aussi dans les émotions,
vision dans le vestiaire et tout pour cette équipe depuis 15 ans. Si lui, il n'est pas à top niveau, tu peux pas avoir une équipe des Warriors qui performe. C'est aussi simple que ça. Et l'année dernière, il était en dents de scie. Ça faisait quelques années qu'il y a des hauts, des bas, des problèmes d'adresse, des problèmes de comportement, j'en parle même pas. Il n'a pas réglé les problèmes de comportement. Par contre, il a réglé le problème des performances individuelles. Il est vraiment très bon. Je le vois être capable de switcher, parfois de contenir des grands, même s'ils aiment jouer quand même avec Kevin Looney et Jackson Davis dans le 5. Je vois quand même un Draymond Green qui a l'air en pleine forme physiquement, donc à 100%, et prêt à performer dans un super collectif. Donc c'est bien de commencer par l'homme de base, clairement, de Steve Kerr, au moins défensivement. Théo, Draymond Green, on dirait moi avec la first team, quand il va bien, son équipe va bien, quand il va mal, l'équipe va mal. Voilà, c'est les leaders, hein, c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà, peut-être de Thomas, là. Non, parce que ça me fait pas rire, vous savez que ça me fait pas rire, ce genre de truc. Non, mais tu parles de bonne forme, et moi, franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi affûté en début de saison. On sait que les 2 saisons précédentes, il était pas en grande forme, et là, je le trouve plus vif, plus rapide dans la prise de décision, et même offensivement, en fait, ses stats sont pas impressionnantes comme ça, mais il retrouve des pourcentages qui sont corrects. Il se remet à prendre et à mettre des tirs à 3 points, et du coup, ça donne quand même une option supplémentaire à ces Warriors. Et pour moi, effectivement, il est vraiment au cœur du projet et des performances de Golden State sur début de saison. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en si grande forme. On retrouve de toute façon l'ADN qui a fait les Warriors pendant les années 2010 notamment, jusqu'à 2022, c'est-à-dire que de la défense collective, et puis surtout en attaque, cette espèce de manière de vouloir se passer le ballon, où le danger vient un petit peu de tout le monde. Tu l'as dit Théo, il y a moins de talent qu'à la grande époque, mais en tout cas on garde les mêmes recettes pour que ça fonctionne. Ouais, clairement, si on enlève la case Kevin Durant, les 3 années avec KD qui étaient un petit peu différentes, franchement, honnêtement, on dit pas qu'il jouait moins bien au basket, mais juste l'individualité KD faisait que le collectif était moins fort, mais que l'équipe était plus forte. C'est vrai que ça nous rappelle plus 2014, 2015, 2016. 2014, 2015, 2016. Donc une équipe qui est faite autour de Stephen Curry sans aucun doute, mais avec beaucoup de chutes à 3 points, avec beaucoup de courses, avec beaucoup de rythme, et avec une défense qui est très forte dans les moments importants. C'était plus ça, tu vois, plus que c'est une grosse défense. Il y avait toujours ce troisième carton où ils étaient exceptionnels parce qu'ils mettaient dedans et parce qu'ils faisaient des stops et ça leur permettait de courir. Dans les money time, ils étaient exceptionnels avec la def line-up. On s'en souvient avec Draymond Green qui jouait 5. Et Iguodala 4. Et Iguodala 4, absolument. Donc, on retrouve un petit peu ça en rajoutant aussi la profondeur de banc. Ils jouent beaucoup. Il y a peu de moments de bas dans les matchs. Et puis, même s'ils sont un peu menés, ils ont toujours ces moments-là où il y a des moments un peu de folie avec Steph ou avec Buddy Hield qui sont capables d'enchaîner les 3 points. Donc je retrouve l'ADN premier qu'on avait un peu perdu avec les blessures il y a 2-3 ans et un peu l'année dernière qui était un peu une année morose, faut le dire. Retrouver de l'ADN, retrouver de l'allant comme ça, forcément il y a un coach qui est là depuis des années, c'est Steve Kerr, qu'on a ciblé à juste titre. Tu as ciblé. C'est important de dire tu. Oui, mais avec Team USA et notamment sur les 2 dernières saisons où je trouvais que il était un petit peu à bout de souffle dans ce qu'il proposait. Cette année, on a retrouvé aussi un Steve Kerr avec des idées qu'a su, dans le coaching et même dans le management, j'ai l'impression qu'il y a il y a le cas Kuminga, mais ça c'est du business pur, mais en tout cas sportivement, qu'il arrive à impliquer tout le monde dans ce roster-là, et c'est aussi quelque chose qui change pour les Warriors. Ouais, et c'est ce que je trouve impressionnant finalement dans ce début de saison, notamment offensivement, parce que c'est pas si simple de jouer de jouer aux Warriors en fait, parce qu'en fait c'est du jeu de mouvement perpétuel de ballon, de joueurs, etc. Il y a peu d'équipes qui jouent comme ça, et en fait c'est là que je reviens un petit peu au recrutement, c'est que des mecs comme D'Anthony Melton par exemple, que je trouve qui est exceptionnel depuis ce début de saison, super et joueur, clairement, est hyper important. Le fait de retrouver un Andrew Wiggins qui sort de 2 années vraiment très très dures sur le point de vue personnel, et là t'as l'impression qu'il reprend un petit peu de confiance, ça fait qu'effectivement on retrouve tout ce qu'a fait j'allais dire le charme, mais c'est pas ça en fait, c'est l'efficacité du jeu de Golden State coaché par Steve Kerr, et je trouve ça vraiment intéressant pour le coup, la manière dont on utilise sa rotation. C'est quand même une rotation profonde, il y a beaucoup de joueurs qui apportent des choses en fait, et ce qui est voilà, au cœur de son projet, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de moment où il y a un manque de créativité, en fait. Il y a toujours des créateurs sur le terrain, toujours des connecteurs sur le terrain, toujours des défenseurs sur le terrain, et c'est ce qui explique que ça pose autant de problèmes à toutes les équipes quasiment qu'ils ont rencontrées jusqu'à présent, à part les Cavs. Ouais, je te rejoins complètement. Après, moi, tu vois, sur Steve Kerr, le truc de l'idée de la réinvention, je pense que c'est réinventé, mais pas du tout. Ah mais moi je crois pas du tout. C'est ce que j'ai dit dans la preview, c'est-à-dire que je pense que dire qu'à un moment donné Steve Kerr est pas bon avec Team USA, on est tous plutôt d'accord. Bon, ils gagnent d'une manière qui leur est propre, c'est leur problème. Avec les Warriors, rien n'a changé. Moi, je pense que l'équipe n'a pas changé. Ce qui a changé, en revanche, c'est la préparation des leaders
donc Draymond Green. C'est l'implication peut-être des seconds couteaux qui ont l'air de mieux s'exprimer, mais Moses Moody, il joue pas énormément plus. Kuminga, il sort du banc, il rêve d'être dans le 5 majeur, il l'est pas. Tu vois, il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Je crois juste que les mecs sont en forme, qu'il y a une vraie alchimie qui s'est créée dans ce début de saison, et qu'en fait, dans la victoire, se créent toujours des bonnes choses. Donc moi je crois pas que Steve Kerr il soit revenu l'été dernier en se disant je vais me remettre en cause, je vais changer mon management. Et l'équipe elle joue toujours de la même manière. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, surtout d'un point de vue individuel des mecs. L'année dernière ils font pas une mauvaise année. Hein. Ils finissent 10e, ils vont pas en playoff, mais ils sont à combien? 45 victoires. Attends, je vais te redire 46 victoires l'année dernière. Mais les gars, 46 victoires, si tu fais 46 et que tu dis que c'est une mauvaise saison, c'est qu'on est complètement devenu fou par rapport à l'histoire de la NBA, 46-36. Non, mais moi j'entends bien ce que tu dis, il n'empêche que quand dans ton équipe, tu as Steph Curry, Klay Thompson qui était encore là l'année dernière, Draymond Green et que ton coach c'est Steve Kerr, quand tu fais pas les playoffs, quand t'es pas en playoff, le barbecue de fin d'année, il a une drôle de gueule. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est aussi une réalité. Je veux bien qu'on sorte des bilans, mais les Warriors qui vont pas en playoff, l'année dernière, c'est à un moment donné, on se dit ah mais ils sont où? Oui, mais bien sûr. Mais là, tu me parles du résultat comptant et je vais pas te dire non. Les mecs, il faut sortir au premier tour du play-in. C'est cata. C'est un digeste pour une franchise comme ça. Je parle juste de Steve Kerr et de son management. Moi, je pense qu'il est linéaire dans ce qu'on a toujours connu avec lui. En revanche, qui a changé cette année, c'est clairement l'équipe est mieux née. C'est l'équipe c'est l'expression que je vais beaucoup utiliser cette année. C'est une équipe qui régale, qui s'est mise à défendre. Peut-être que Steve Kerr a mis l'accent sur le training camp sur la défense. C'est une bonne question qu'on pourrait poser à un moment donné à Steve Kerr. Attends, on lui a posé à Steve Kerr. Ah bon, pas du tout. On n'a pas du tout Steve Kerr. Ah putain. Ça fait presque 10 ans d'émission, on n'a jamais eu un coach NBA. Ah, vous y avez pas cru, j'espère. Il fait des conférences d'après-match, donc il aurait pu répondre à une question comme ça. Toutes les déclats qu'on a là, c'est pas nous, c'est pas nous qui les faisons. Très bien. Tu parles de défense, tu parles d'ADN, et il y a un mec, t'as dit un truc hier dans Clutch où tu nous parlais d'Andrew Wiggins, qui pour toi est devenu cette saison plus que jamais enfin un Warriors dans la compréhension et l'ADN des Warriors. Voilà ce que tu nous disais dans Clutch. Souvenez-vous, sa première année, ce qu'on disait, tu sais, il faisait pas l'écran à Steph pour qu'il aille dans le corner, il n'était pas du tout connecté aux autres, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. Pas parce qu'il voulait pas, parce qu'il comprenait pas. Voilà. Bah là, je vois un mec hier, par exemple, il fait pas un énorme match, il met 8 points. Mon gars, défense extraordinaire sur Luka, il est dans le collectif, il a les bonnes coupes et tout, ça y est, il est connecté au jeu des Warriors. Voilà, ça c'est la première chose. Vous savez que c'est il entame sa 6e saison avec les Warriors déjà, Andrew Wiggins. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Mais c'est un des éléments aussi, quand on dit que Draymond Green s'y est remis. Quand tu parles des leaders, toi, qui vont bien. Steph Curry, on va parler juste après, il fait une super saison. Mais Andrew Wiggins, c'est aussi j'aime pas cette expression, mais c'est aussi un game changer dans ce début de saison des Warriors. Il semble impliqué, lui qui parfois paraissait un petit peu la tête ailleurs. Après, c'est vrai j'y faisais allusion tout à l'heure, une sorte de 2 années personnelles hyper dures avec, il a récemment perdu son père, pendant longtemps, on savait même pas pourquoi il était loin de l'équipe, etc. C'était uniquement beaucoup d'interrogations autour de lui. C'est un joueur aussi qui avait jamais été blessé dans sa carrière, qui a dû apprendre ce que c'était de manquer des matchs et de revenir à la compétition, chose qu'il avait jamais connue. Et là, je trouve ça extrêmement rassurant sur ce début de saison, parce qu'on se rappelle à quel point il avait été important, et même quelque part, il y a un moment dans la saison en 2022, quand ils sont champions à nouveau, c'était peut-être lui le joueur le plus constant, le plus stable de tout l'effectif. Ça va l'envoyer dans le 5 majeur du All-Star Game en 2022. Exactement. Donc ça, c'est pas un nouveau joueur, mais quelque part le fait de le retrouver avec effectivement ce niveau d'implication et ce niveau d'efficacité, et j'ai l'impression que on n'est même pas encore en train de voir la pleine puissance de ce qu'il peut apporter cette saison. C'est vraiment déterminant, et notamment le dernier match contre Dallas. Défensivement, je l'ai trouvé saignant. Sur Klay, la dernière action là, oh là là, incroyable. Mais ça, c'est des actions, tu sais, qui vont rester longtemps dans la tête. C'est que Luka Doncic en face, il peut même pas prendre un tir à 3 points à lui. Parce que Andrew Wiggins, vas-y, je vais te rentrer dedans. Donc, je te rejoins, et ça rejoint ce que je disais, c'est que on peut discuter autant qu'on veut du coach. Vous savez l'importance que je donne au coach en fonction de l'effectif. Mais moi, Steve Kerr, je lui enlèverai jamais ses accomplissements. Donc, mais qui veut lui enlever? Personne. Ah, moi j'ai entendu surcoté, elle va me rester longtemps. En fait, tu confonds les auditeurs et moi. C'est vrai, peut-être. Ouais, je réécouterai quand même. Ouais, mais réécoute, n'hésite pas, frère. Parce que la prochaine fois que tu dis ça, je pense qu'il y a bagarre en direct. Mais t'as dit surcoté, oui. T'avais dit oui. Je pense qu'il est surcoté, t'as dit oui. Spoiler, je vais gagner, donc. Voilà, c'est que dès la semaine prochaine, je mettrai un extrait dans la libre antenne qu'on pourra réécouter ensemble. Jamais surcoté, on va respecter le métier un petit peu. Je réécouterai. Un Draymond Green qui revient, très bien. Un Steve Kerr linéaire, mais dans le bon sens du terme. Andrew Wiggins qui redevient un joueur impactant. Et puis surtout, un Steph Curry qui, lui, pour le coup, régale. En plus, ce qui était marrant, c'est qu'avant le match face à Dallas, où il a été exceptionnel, on voit les stats de Steph Curry, elles sont
très bonnes, c'est des stats d'un mec qui peut avoir des voix pour le MVP, mais on avait l'impression que c'était pas Steph Curry qui portait les Warriors, c'était les Warriors qui jouaient très bien avec un bon Steph Curry. Donc c'est aussi ça qui montre que les Warriors vont très bien, ils sont pas juste portés par un grand Steph Curry, c'est une œuvre collective, mais quand même le patron, le boss, ça reste toujours Curry. Et ça s'est révélé sur le match précédent, quand ils vont gagner contre OKC. OKC qui est magnifique dans ce début de saison. Il met déjà 36 points. Il est magnifique. Il y a eu la blessure de Chet et tout, mais c'est pas son problème. Il n'empêche que Steph, voilà, regarde, 36 points, 5 rebonds, 7 passes. Derrière Dallas, énorme match de conférence Ouest et tout. Il nous remet les 37, l'émotion de fin de match. Je te rejoins complètement. Il a commencé sa saison dans le collectif. Franchement, rien de mieux qu'un leader ultra altruiste comme lui qui arrive à être dans le collectif. Il se blesse à la cheville. On dit, oh là là, est-ce qu'on va repartir dans ces problèmes d'absence, de trucs, de machin? Finalement, il continue à gagner comme si de rien n'était sans lui. Il revient et il repense à sa place de chef. Donc franchement, c'est un début de saison parfait pour les Warriors et pour Steph Curry. Ce qui est fou avec Steph Curry, c'est que lui, comme le monde, faut leur expliquer, à un moment, le prime, ça s'arrête. Mais KD aussi, c'est incroyable. On se dit, ouais, de toute façon, il est sorti de son prime et tout. En fait, il continue à étendre la durée de son prime. Et en fait, ce qui est justement, en regardant le match contre Dallas, une des grandes forces de Stephen Curry, en fait, c'est qu'il a jamais eu vraiment besoin de monter la balle, en fait, pour se mettre en rythme. C'est-à-dire que ça permet dans le match contre Dallas, c'était hyper flagrant. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à qui faire la première passe, il l'a fait tout de suite. Si quelqu'un monte la balle, lui, il court, de toute façon, il va se démarquer. Ce qui fait qu'il il a pas besoin de se réinventer pour l'instant dans cette partie de sa carrière en laissant les autres prendre plus de place. En fait, c'est quasiment une seconde nature pour lui et il est toujours capable de faire ce qu'il est capable de faire. À la passe, il régale. À un moment, il sort une passe pour Kuminga, incroyable main gauche là après un pick and roll. Elle est belle, celle-là. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique dans la lecture, dans la réalisation. Après, il pue le basket, quoi. C'est un basketteur d'exception, quoi. Et j'allais y venir. En fait, ce qui est fou, c'est que je parlais de son prime. Il y a des secteurs dans lesquels il a continué de progresser et défensivement, en fait, on n'en parle jamais. Il s'est mis 2-3 pelés sur Kyrie et tout. J'ai fait OK. Même sur Doncic, il y a un moment où Doncic essaie de le jouer. Non seulement il n'arrive pas à le jouer, mais en plus il arrive à lui voler le ballon. Et c'est même à ce niveau-là, il prouve que même quand tu étais le plus grand ou que tu es l'un des plus grands de ta génération, tu peux continuer à progresser sur des éléments de ton jeu. Et défensivement, il est hyper solide. Il n'y a plus personne qui essaie de le cibler systématiquement en disant on va gagner le match parce qu'on va le faire venir dans tous les pick and roll. Alors, avec ce bel hommage que tu viens de rendre à Steph Curry, largement mérité, hier, sur nos réseaux sociaux, on vous a posé une question. Est-ce que Steph Curry fait partie du top 5 actuel en NBA? Voilà ce que nous avez répondu. Et je veux évidemment vos avis, les gars. Il y a Well qui nous dit top 6, top 6 derrière Jokic, Luka, AD, Tatum et SGA. Bon, il chipote un peu, est-ce que... Je peux pas, il dit non. Il dit non, il chipote. Il dit non, ok. On peut enchaîner. Évidemment que oui, avec Jokic, AD, Tatum et Luka sur le début de saison. Bon, voilà, on est kiff bourrico, même quand on n'est pas d'accord. Thomas, je vais te le laisser celui-là parce que y a beaucoup... Sur Facebook. Qui est loin. Impossible de pas le mettre dans le top 5. Au-delà des stats des autres, leadership et clutch sur un début de saison canon d'un point de vue collectif, alors qu'on ne peut donner les Warriors à ce niveau. Rien à dire, Curry le mérite, à part Jokic, peu de gars portent leur équipe comme lui le fait avec ses résultats. Même SGA a pour lui un effectif plus garni. Durant est plus entouré que Curry. Bref, rien à dire sur son top 5. Il est même potentiellement top 3. Vache. Voilà, dites-nous dans les commentaires, vous, si Steph Curry est actuellement top 5 en NBA. Et puis vous, Thomas et Théo, dites-moi si vous le mettez dans votre top 5. Moi, j'ai envie de dire que non. Hein. J'ai envie de dire que non. C'est la première année depuis 15 ans où dans mon top 5, top 6, top 7 même, il n'y a ni LeBron, ni KD, ni Curry. Voilà, donc je me base évidemment sur le début de saison et au vu de ce qu'ils viennent de faire. Et pas sur l'œuvre de leur carrière. C'est important de le dire. Non, mais ni sur l'œuvre de leur carrière, ni juste sur le début de saison. Je prends aussi ce qui s'est passé l'année dernière. Tu vois, si on omet le côté popularité, longévité, bah oui, LeBron, il vient de faire 3 triple-doubles d'affilée, qui va dire qu'il est nul. Je dis pas qu'il est nul, je dis qu'aujourd'hui, tu vas me dire qui tu dois prendre pour débuter une saison et tu dois gagner le titre à la fin de l'année, ce genre de choses et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Jokic, Luka, Giannis, SGA et Tatum, ils sont devant. Mais ça veut pas dire que tu peux pas le mettre 5 ou 6 ou 2 parce que tu le kiffes. J'ai pas de souci avec ça, mais je crois qu'aujourd'hui, la ligue est en train de tourner sur la fin de ces 3 superstars, de ces 3 GOATs. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour prendre le relais. Même vous connaissez ma théorie. Même si les papis font de la résistance. Encore une référence de boomer. Celle-là, je laisse. Quand même, sinon, tu as eu un long coma et apparemment, ça va mieux.
On va se projeter sur la suite des Warriors. Attends, tu veux qu'il réponde? Ah, pardon. Bah, Non, mais c'est. J'ai pas de réponse claire en fait. Effectivement, c'était marrant, je regardais les commentaires. Yanis était dans aucun des tops qu'on a vu. Alors pour moi, il est clairement dans le top 5 sur ce début de saison. Effectivement, ça va se jouer sur la durée de la saison. Il est top 5, top 6, je sais pas, mais il est. C'est pas indiscutable qu'il soit dans le top 5 en tout cas, effectivement. tu dis quoi, toi? Moi, je le mets pas dans le top 5. Je le mets pas dans le top 5, tu vois. Moi, je mets Yanis, ça c'est sûr, sur son début de saison énorme. SGA, Jokic, de Doncic, évidemment. Donc ouais, je le mets aux portes du top 5. Disons qu'on n'a pas de souci à mettre Curry devant Yannick, j'ai pas de souci avec ça. Il y a un mec qui a 9-2 et l'autre qui a 4-7. Donc il faut évidemment prendre les trucs. Mais de toute façon, on vient saucer les Warriors sur leur collectif. C'est pas le moment de dire qu'ils sont dépendants de Curry. Ils le sont évidemment. Ils le sont, mais moins que d'autres. Voilà, exactement. Moins que d'autres collectifs. Moins que d'autres avec leurs superstars. On va se projeter sur la suite de la saison des Warriors. Avec deux questions. Et on va prendre les cotes Winamax parce que ça va nous aider aussi à nous guider un petit peu sur ce qu'on peut imaginer de la suite de la saison de cette équipe-là. Termine premier à l'Ouest, vous voyez les codes. Termine champion de sa division. Et surtout, c'est ça qui va m'intéresser parce que ça arrive bientôt. Mine de rien, c'est dans un mois déjà. Remporte la NBA Cup. On sait que le Final Four se passera à Vegas mi-décembre. Est-ce qu'on imagine, Thomas, pendant qu'on regarde les cotes, voir les Warriors remporter la NBA Cup? Alors déjà, je prends les cotes. Attends, NBA Cup, les favoris sont encore les Knicks. Ça, c'est vraiment incroyable. Celtics deuxième. Regarde pas les matchs, je pense, les mecs. Les Knicks en 6, ils ont coté à 6. Les Celtics en 7. Les Cavs 7,75. C'est bien qu'ils arrivent troisième quand même à un moment donné. Les Warriors sont quatrième à 8,50. Et après, c'est Oklahoma derrière à 8,50 pareil. Ok. J'ai envie de dire que oui. Je peux les mettre clairement dans les favoris parce qu'ils ont tous les ingrédients pour gagner à très court terme. Donc on a parlé de la défense, du collectif, et puis ils ont une superstar, ok. Ils ont surtout l'expérience. Et l'année dernière, les Lakers ont gagné exactement sur tous ces trucs-là. Voilà, donc s'il n'y a pas de blessure et tout, parmi les favoris, pour moi, il y aura les Celtics, les Cavs, OKC et les Warriors, si ça continue dans cette tendance. Théo, le fait que LeBron l'ait gagné l'année dernière pour la première fois, est-ce que ça n'a pas crédibilisé ce trophée en se disant « Mais attends, moi aussi, je veux le gagner ». Et Steph Curry, ça peut être aussi dans sa legacy. Parce que je vois pas les Warriors champions et je vois pas Steph Curry gagner un nouveau titre. Est-ce que dans sa legacy, c'est une ligne qu'il peut rajouter bientôt, là, dans un mois? Je pense que d'un point de vue, oui, d'un point de vue marketing, c'était parfait en fait que ce soit les Lakers et LeBron qui gagnent la première. C'était, je suis désolé, les Pacers on fait une cup super, mais voilà pour marquer le coup, pour tamponner l'événement comme étant un truc qui compte, c'était parfait que ce soit LeBron. Je sais pas si c'est à ce point-là encore du côté des joueurs, si c'est nous dans notre perception ou si les joueurs ont cette perception-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que un peu comme l'an dernier, je pense qu'un mec comme Stephen Curry où il y a Draymond Green dans l'équipe, si t'as moyen de gagner quoi que ce soit et de rajouter une ligne sur ta page Wikipédia, tu prends. Donc ouais, je pense que eux, s'ils ont l'opportunité d'aller au bout, ils essaieront de le choper. Dites-nous dans les commentaires donc si vous voyez les Warriors remporter la deuxième édition de la NBA Cup et si vous les voyez aller loin aussi dans cette conférence Ouest, finir premier, aller loin en playoff, refaire pourquoi pas une finale NBA, ce qui serait quand même assez incroyable. Après, on sait qu'il ne faut jamais enterrer les champions. Est-ce que tu dis quoi, toi? Vas-y, tu dis quoi? Ils finissent combien là? C'est vraiment un prono en fin de saison. Moi, je les vois être un bon favori pour la NBA Cup. J'aimerais les voir gagner la NBA Cup. Je pense qu'ils peuvent le faire. Je les vois faire une demi-finale de conf et je les vois pas aller plus loin. Ok. Et toi, tu dis quoi? Pareil, s'il reste construit comme ça. Ma question, c'est de savoir si dans le management voilà, très large de Steve Kerr, il y a aussi une volonté peut-être de montrer des joueurs et de se dire on va aller chercher quelqu'un. Si on voit qu'on est chaud, qu'on a peut-être une opportunité d'en chercher un dernier. Si ça bouge, c'est pas pareil. Hein. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est la question que c'est, mais que j'aime. Et si c'est construit comme ça, je pense quand même que ça manque de star power pour. On les a beaucoup saucés. T'as raison. Ça manque de star power, ça manque de taille. Hein. C'est quand même l'un des. Tu vois mener les tragédies. Ouais, ça manque de beaucoup de taille quand même. Même si face à Dallas, on a vu qu'ils ont réussi avec du combat en allant au rebond, pas qu'un peu. Maintenant sur des séries de playoffs longues, tout ça, je pense qu'ils sont un peu courvêtus au niveau de taille. Dites-nous, vous, où vous voyez les Warriors cette saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voir Steve Kerr, Draymond Green et Steph Curry toujours bien jouer au basket, eh ben c'est du plaisir. Et on prend, évidemment, tant que ça dure. Il y en a pour qui ça dure, c'est les Cavs, puisqu'ils font un super début de saison. Ils sont à 13-0, coquins. Va.
Les Cavs se sont imposés hier soir face à Philly. Leur bilan est désormais de 13-0. C'est le nouveau record de franchise. Maintenant, chaque fois qu'ils vont gagner sur un match, ils vont battre le record de la franchise. Et Thomas, on voulait revenir en palette sur ce début de saison pour voir les différentes armes offensives pendant qu'on voit le box score d'hier soir où ils se sont imposés face à Philadelphie. On va pas parler de Philadelphie parce que pour l'instant, c'est pas très excitant. On rappelle, on a parlé hier, voilà. On a parlé de Gershon dans le drafted. On l'avait déjà dit en début d'émission. Dans le drafted, non, et celui dans le clutch aussi, on en a parlé. Du retour de Joel Embiid et tout. Exactement. Donc, si vous voulez qu'on nous entende parler de Philly, il y a d'autres émissions pour ça. Mais t'as raison, on va saucer la meilleure équipe du début de saison. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la meilleure équipe du début de saison, 13-0. Ils sont premiers en NBA, ils sont premiers forcément donc dans la conférence Est, et surtout, ils nous font kiffer avec de la continuité. Mais ils nous font aussi kiffer, vous allez voir en palette, avec des plays bien sentis, des systèmes régalades et de l'exécution de très bon niveau. On va sur cette action-là où ça finit avec Donovan Mitchell qui fait des signes apparemment au courtside. On regarde donc ce début de système avec Ty Jerome, qu'on adore, qui porte le numéro 2 de Kyrie, ça me fait toujours un peu mal. On commence ce système un peu avec une fin de UCLA cut. Vous allez voir, normalement, avec cette passe, le meneur coupe direct, ça donne en général des petits lay-ups. Mais là, c'est Sam Merrill qui fait une feinte d'écran, qui derrière ouvre pour aller chercher la balle. On fait ce espèce de pick and roll assez rapide. La défense, là, honnêtement, des Bulls, elle est prise. Ayo va quand même faire ce bon déplacement pour venir aider Dean Wade qui coupe, qui dive, on pourrait dire même, pour vers le cercle. Mais là, c'est là qu'ils sont bons. Hein. Sam Merrill, il voit à l'opposé. Donovan Mitchell, sa star, est toute seule dans le corner. Là, il n'y a pas d'hésitation. Énorme filoche. Erwan, on apprécie sur ce système très court l'exécution et le bon placement de Cavs. Mais cette équipe-là, on parlait du star power avec les Warriors. Là aussi, c'est une équipe où il y a quand même 4 mecs qui potentiel All-Star, mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, sur le terrain, il n'y a pas toutes les stars, et ce que j'aime, c'est la discipline. Boum, on fait les passes là, on pose les écrans, on a la bonne lecture, on sait que cette situation-là, on va forcer le défenseur à faire un choix. S'il fait ce choix-là, je mets la balle là, s'il se fait ce choix-là, je mets la balle là. Et c'est ça que j'aime, c'est l'exécution et la discipline. Alors, ça fait très coach à l'ancienne, mais ça marche toujours dans le basket. C'était un système court, on va vous faire mettre un système un petit peu plus long, et tu vas nous dire ce que tu en penses, toi, Théo, là-dessus. On y retourne tout de suite, on va continuer à les saucer, nos amis de Cleveland, là, qui nous régale, avec cette belle action qui va finir avec une papade gauche de Jarrett Allen qui régale. On y retourne. Darius Garland, là, qui a remonté le terrain, qui va demander de jouer à l'opposé de lui. Jarrett Allen se retourne et on va suivre ce pin down. J'ai envie de vous dire tous les anglicismes possibles, je me régale. Pour ça, mec. Hein. Frérot, c'est une palette ou pas? Bon, pin down donc, la remontée. La remontée, on regarde aussi à l'opposé hein, pour mettre en action la défense. On tue l'aide comme ça avec cet autre pin down qui va servir à Sam Merrill pour faire ce curl. Hop, en fait c'était un leurre puisqu'il y a un pick and roll qui se joue en tête de raquette et dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'aide, le pick and roll en général, ça passe easy money pick and roll. Là, le bon écran dans le bon espace de Jarrett Allen, le petit short roll facile. Et là encore, il y avait peut-être une passe à faire sur Sam Merrill à gauche. Hein. Mais non, Jarrett Allen est trop bon là-dessus. Papa de gauche. Qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, cette exécution de système, ça marche très bien. Bah oui, mais en fait, tu vois la patte du coach. Vraiment, par rapport à l'an dernier, c'est le jour et la nuit, que ce soit sur le spacing ou même le mouvement des joueurs. Parce que là, sur les deux actions que tu as montrées, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois, l'opposé de l'action, il y a du mouvement de joueurs qui monopolise toute l'aide défensive et en fait c'est de là que vient la solution au bout du compte et vraiment voilà sur les arrêts sur image tu vois le spacing l'an dernier c'était pas du tout la même avec JB Bickerstaff qui fait du bon taf à Détroit disons-le quand même avant qu'on se fasse même si c'est Voldemort. C'est très bien que tu parles du mouvement à l'opposé parce que la troisième action va te plaire parce qu'on est exactement là-dedans. Regarde, c'est une action toute simple. Si vous êtes un jeune basketteur, regardez le mouvement à l'opposé de Ty Jerome s'il vous plaît. Un jeune basketteur ou un mauvais basketteur hein, ça marche aussi. Les gars qui ne font pas ça, ça me rend fou, mais c'est un déplacement de base. On regarde Ty Jerome, il est très très loin de l'action. Il y a Isaac Okoro qui va jouer son 1 contre 1. On est contre les Warriors et Steph Curry. On va détruire un petit peu la défense des Warriors, mais c'est pas grave. Isaac Okoro donc qui pénètre. Il y a une aide qui va venir le fermer là dans le corner. C'est plutôt bien défendu là comme ça. Isaac Okoro, il est complètement bloqué. Bonne défense. Il y a même une prise à 2, enfermé dans la cage. On aime. Isaac Okoro, il y a une passe à faire derrière lui à Darius Garland qui est peut-être plus simple que celle de l'opposé, mais il la voit pas. Celle à Dean Wade, elle est fermée parce qu'il y a du monde sur la ligne de passe, c'est bien joué. Il y a Draymond Green là à l'opposé qui est en train de se poser la question. Jarrett Allen dans la raquette est bien bloqué lui aussi. Et donc, Ty Jerome a fait un mouvement mais basique les mecs. Il y a un mec qui pénètre ligne de fond, il faut qu'il y en ait un autre dans le corner à l'opposé. Ça donne toujours une solution de passe et ça met une grosse filoche.
Draymond Green s'est un peu endormi, mais voilà, encore une fois, tu parlais du mouvement à l'opposé, Théo. On est exactement dans ce qu'on veut. Ça, c'est des consignes de coach. Ça, c'est des consignes de coach et c'est de la discipline. Encore une fois, c'est de venir faire l'effort, de faire ce sprint-là dans le corner. C'est de la discipline. Ça peut paraître bête, mais je peux te garantir. Ça l'est, non, mais vraiment. Mais le faire, en fait, tu causes un problème et surtout, tu punis le moindre oubli de la défense. Là, on est Draymond Green, qui est l'un des meilleurs défenseurs NBA. Il est omnibulé par la balle. Tu lui fais le dos et on peut dire ce qu'on est. T'as beau être le meilleur défenseur, le jeu sans ballon, jouer le dos, les lignes de fond ou les fenêtres, c'est toujours une galère à défendre. La preuve en est. Donc, ils savent chaque fois le banc des Cavs, c'est ça que j'aime beaucoup avec eux. Ils jouent très juste. Ils savent toujours aller faire mal à des défenses et sur leurs oublis. C'est une équipe à très haut QI de basket. Ouais. Et ça, clairement, et t'as Jérôme qui fait un vrai bon début de saison. On en a parlé cette semaine. Fait partie de ces mecs à très haut IQ basket. Un profil un peu européen, disons-le, plutôt que NBA, mais tant mieux s'il arrive à performer. Je rajoute à ça, c'est des trucs, quand vous êtes coach, peut-être vous, avec les jeunes, il faut leur faire des gammes comme ça. Il y a un mec qui pénètre dans le centre, il remonte, pénètre. Il faut le faire absolument. Avec Christophe Denis au PBR, on le faisait tout le temps, ça rendait un peu fou. Mais bon, maintenant, je le fais très bien, Erwan, et tu es le premier à en tester. On enchaîne avec la 4e action, et là, ça va être beaucoup plus simple, mais ça dénote aussi du game plan de cette équipe des Cavs. C'est des choses qu'on voyait très très peu l'année dernière. On a vu Yanis mettre 59 hier. Bon, ça, c'est clairement une action à la Yanis, puisque notre ami Evan Mobley, c'est 2m11, va remonter le ballon. On n'a pas besoin de faire un outlet sur un ailier, un arrière ou un meneur. On fait confiance à Evan Mobley et à son dribble pour aller jouer des ISO et des 1 contre 1. Si vous aimez le film Fight Club, vous avez un aperçu là-dessus sur le démarquage. Incroyable. Je sais pas ce qu'il fait Connaughton, mais... Non plus, je sais pas. Et ça donne du coup une ISO avec un quart de terrain complètement ouvert. Bobby Portis, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, est pas le meilleur défenseur de toute la NBA. Ça donne un panier qui semble archi facile dans le début du deuxième quart-temps. Ça, c'est la NBA aussi. On a vu les systèmes, le mouvement du ballon, le déplacement sans ballon, le pick and roll, la création. Mais la NBA, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on joue, on punit les match-ups favorables. Et là, c'est exactement ça. Il y a Bobby Portis qui défend sur moi. C'est pas le meilleur des défenseurs, encore moins sur le post-up. Je monte la balle et tous les mecs sont OK des Cavs. Théo, on voit un mec de 2m11 qui monte la balle et on voit les 4 autres à côté qui sont déjà prêts. Il y a l'espèce de demi-début de bagarre sur l'écran là et tout. Et puis derrière, il se retrouve avec un post-up. Tout le monde, le spacing encore une fois est très bon et ça fait panier facile pour Mobley. Ouais, c'est ce que j'adore dans ce que Atkinson a fait avec les Cavs, c'est qu'il a remis Mobley au centre. Alors c'est pas le seul joueur qui est au centre de l'attaque, mais il l'a responsabilisé. Là, on le voit monter la balle. C'est quelque chose qui fait bien plus cette année. Il y a même parfois il joue des pick and roll inversés avec Darius Garland qui vient lui porter un pick et ça pose un tas de problèmes aux défenses. Et en fait, cette équipe des Cavs, elle avait déjà le talent en fait. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont l'entraîneur qui sait utiliser le talent pour maximiser ce qu'ils avaient entre les mains. À noter, bien sûr, que les grands qui montent la balle, qui prennent des pics, il y en a de plus en plus en NBA. J'ai cité Yanis, mais il faut citer Victor qui le fait beaucoup. Il faut citer Anthony Davis qui le fait beaucoup. Ça, c'est vraiment une action à Anthony Davis aussi. J'en dois en oublier certainement comme ça, mais les grands comme ça qui profitent de leur avantage pour courir, avoir de l'espace et ne pas attendre que la défense soit en place, c'est un truc clairement NBA, t'as raison de le préciser. Et dernière petite info, c'est que quand Kenny Atkinson est arrivé pour trouver un appart à Cleveland, il a demandé un appart Mobley. Voilà, c'était tout pour moi. Ça marche. Bah oui, ça marche. Mobley, bon, t'as compris, t'arrives. Quand on précise en général, c'est que... Quand t'expliques ta blague... Elle était bien comme ça. Quand t'expliques ta blague, c'est qu'elle pue la merde en général. Voilà, bref. Mais si on a fait le tour, on s'est régalé sur cette palette des Cavs. Je vais devoir laisser ma place, mais pour mieux vous retrouver dans le canapé, parce que c'est l'heure du quiz et Thomas est beaucoup trop fort en ce moment, il va falloir que je le calme. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et qui dit quiz, dit Théo Messer, et qui dit Théo Messer, dit très bon quiz, généralement. Très bon quiz, c'était très bon. Il y a trop de pression, là. Ouais, mais non, c'est pas de la pression, c'est de la bonne pression, ça. D'accord, ok. Allez, les jeunes. En plus, pour les petites questions de rapidité, je vais aller un peu dans ton thème. T'as sorti un MOOC sur les petits. Petit quiz sur les petits. Avec Ayman, on a bossé. On vous avait fait 4 CV. Il faut trouver 4 joueurs. 4 petits joueurs. Ok, pas mal. On commence par le premier CV. Je suis non drafté, mais j'arrive dans la ligue en 2010. Earl Bookins. Hein? Earl Bookins. Non. Commence pas le truc comme ça. Mon record, 32 points. Et j'ai intégré cet été un staff avec l'objectif de reconversion. Je suis champion NBA en 2023 avec Denver. Je suis le Welcome to the NBA Moment de Tyrese Maxey. Avant la NBA, j'ai fait 4 ans de fac à Wake Forest. Jeff Teague. Non. J'ai fait 3 franchises. Je détiens le record du nombre d'équipes en carrière avec 13 équipes. Wow. Attends, il est champion avec Denver, t'as dit? Bon, c'est un petit, hein. C'est... Bon, c'est qui? Attends, je l'ai pas du tout, là. Il y avait qui? Reggie Jackson? Il a rejoint le staff des Wizards, où il a joué d'ailleurs.
Je l'ai pas du tout. Attends, moi je l'ai, mais j'ai pas. Attends, Attends, c'est horrible. Ah oui, Schmitt, bien Merci. joué. Mais il joue encore. Ah, il a arrêté sa carrière. Eh oui, il a rejoint le stade. Ah, ok. Oui, On Schmitt. enchaîne. Très mauvais. Je suis champion NCAA 2009. Drafté 18ème la même année, après Jrue Holiday et avant Jeff Teague. J'avais le numéro 3 à Denver. Ty Lawson. Ty Lawson. Bravo. Je suis champion NBA, drafté en 24e position en 2006. Je suis une première fois All-Star en 2015. 9 saisons dans une équipe à l'Est. Jeff Teague. Un ancien, Il est pas petit, Jeff Teague. un ancien de Villanova. Record personne. Quel Laurie Kyle Lowry, merci. Petit, oh les gars, vous êtes durs. C'est des petits. Oui, c'est des petits. Ok, d'accord. C'est pas des grands. Tu sais qu'il te met une tête, Kylori, quand même. Hein. Moi, je veux bien, tu sais. Merci, d'accord. Non, Je mais- suis 1m80. Bah ouais, mais c'est pas ce que je te dis. Le dernier est vraiment petit. J'arrive de Chine, je suis drafté numéro 1 par les Rockets. On en est là, d'accord. Je suis rookie de l'année en 96. Iverson. Iverson. Ah non, Mike Bibby. Mais non, pas du tout. Attends, Non, on continue. 96. Marbury. Ah, Eh attends. oh, doucement. Mais là, ils sont draftés en 96. Je suis drafté 7ème par Toronto. D'ailleurs, je suis le premier choix de Demon liste. Stoudemire. Demon Stoudemire, bien vu. C'est un vrai petit, c'est un vrai petit, c'est un vrai Ah, lui, il est petit. petit. C'est voilà. un vrai petit. Voilà, lui, c'est un petit pour le coup. Merci. Ils ont Bravo. 3 cm d'écart. Allez, on peut aller dans le qui suis-je. Rien à voir avec les petits, je précise le qui suis-je. Ah. Allez, je suis né le 22 septembre 1974. J'ai donc 50 piges et j'ai quitté les parquets NBA en 2004 du côté de... Allez, je la garde. Oh. Allez, du côté de Minnesota. Mais, commençons par le commencement. Je grandis dans l'Ohio et c'est là-bas que je ferai ma fac. Et j'y reste 3 saisons, de 92 à 95. Et je vous le dis, je domine. Lors de ma deuxième saison, je tourne à 25 points, 11 rebonds et plus d'un contre. On me surnomme même le Shaq de la MAC. Oh la vache. La MAC, c'est la Mid-American Conference, je le précise. D'ailleurs, lors de mes 3 années dans cette conférence, je suis 3 fois MAC Player of the Year. Vous l'avez compris, je suis un gros prospect. Bon. Je me présente à la draft 95 et je serai appelé 10 choix derrière Joe Smith. C'est les Bucks qui me draftent et qui m'envoient directement à Portland. Joel Prisbilla. Oh, pas mal. Non. Attends, t'as mieux le temps. Je resterai 3 saisons dans l'Oregon. Clifford Robinson. Non. Non. Là-bas, je serai backup de Chris Dudley et Sabonis. Oh, mais attends, oh. D'ailleurs, avec Sabonis, j'ai un point commun, mais on y reviendra plus tard. En 97-98, je monte à 11 points et 6 rebonds. Et puis, je suis tradé en cours de saison à Toronto. Wesh. Je ne jouerai que 13 matchs là-bas. C'est qui ça? La saison suivante, je signe à Dallas pour 3 saisons. Eric Dampierre, non, mais c'est pas ça. Je débarque la même saison que Dirk Nowitzki, rookie. C'est d'ailleurs moi... Sean Bradley. Non. Mais non, il promet de la draft. C'est d'ailleurs moi qu'on met poste 4 devant lui avec mon numéro 33. Malheureusement. Non, mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on souffle un peu. Oh, il y a Malheureusement, trop de stress. Oh, il y a trop de stress là. Malheureusement, durant les 3 saisons, je suis toujours gêné par les blessures. Aucune saison complète. Je reviendrai en forme en 2001. Après Portland, Toronto et Dallas, je débarque à Minnesota. 3 saisons où je suis le backup de Kevin Garnett. C'est qui ça? Je l'ai pas du tout. En playoff, je joue des miettes. Sur le run de 2004, je joue que Bah 5 ouais. minutes par match. Je raccroche avec la NBA, mais pas encore avec le basket. Je m'envole pour l'Europe. Je débarque en Grèce, au Panellinos. Et je fais une énorme saison où je suis All-Star là-bas. Et j'irai aussi en Italie où je dominerai moins du côté de la Virtus Roma. Si oui, vous n'avez pas encore trouvé, c'est normal. C'est qu'aujourd'hui, on connaît plus mon fils que moi. Eh oui, c'était mon point commun avec Sabonis. Comme Sabonis perd, j'ai le mien en NBA. Et encore plus drôle, il a suivi le même début de carrière. Portland, puis tradé à Toronto. Même si aujourd'hui... Ah, Gary Trent. Gary Trent Senior, c'est lui. Oh, j'allais le Gary trouver, genre, Trent Gary Senior. Trent, c'était pour moi. Pas cadeau, bravo. Gary Trent. Oh, Gary Trent. Ah, son père, c'était un bœuf comme ça. Je savais même ouais, pas c'est ça. ça. Énorme Si, bœuf. si, t'es costaud. hein. J'avais ouais. j'ai pas du tout l'info Gary Trent à Minnesota et tout. Moi, J'ai j'avais rien du tout, j'avais hein. le père de Jaren Jackson Jr. qui va jouer aux Spurs, Gary Trent. Gary C'était un Trent. bœuf comme ça. Ah bravo. ouais. Sans regret. Bravo, Bravo, 11e bravo, de draft. bravo. Énorme pépère. Bravo, ok, Ouais. très, ouais, bah, bravo. Bravo, Théo. Bravo Bravo, Théo. Théo. Tu vois, Bravo. on l'avait annoncé. Ouais, hein, ouais, on l'avait bravo. annoncé. Bravo, Théo. Je suis toujours Fanny sur les kiffs du First Day Show. Il est temps que je me barre aux États-Unis, si tu vois ce que je veux dire.
Bravo Théo. Merci Tom, merci à merci à Polo, merci à Léo, merci à Imen, merci à Jérémy, merci à toi mon Toto. C'était un plaisir. Merci Théo, c'est toujours tu nous as régalé de ta sagesse à chaque fois. Voilà, tu amènes dans ce milieu de feu un peu de glace et c'est dans le bon sens du terme. N'importe quoi en tout cas. Les métaphores sont magnifiques. C'est toujours un plaisir de t'avoir en tout cas et on se retrouve bientôt. De toute façon, tu viens une fois par mois à minima. C'est parti. C'est la maison, c'est la famille. Voilà. On se retrouve lundi, soyez bien avec nous, lundi. Big Monday, libre antenne et 22h minuit. Le match, c'est, je l'ai oublié. Détroit, Lakers 88 Game 7, James Worthy en triple-double. Incroyable, exceptionnel, soyez bien avec nous, on vous embrasse, passez un bon week-end. Samedi, vidéo sur le Miami Heat, parce que c'est un peu le bordel là-bas. Et puis vous restez connectés sur tous nos réseaux, sur la chaîne YouTube. Il y a tout ce que vous voulez sur les actus NBA. Bisous la famille, on vous embrasse. J'ai toujours pas gagné un qui suis-je du First des Shows. Je garde le sourire, mais j'ai envie de tout arracher, sache-le.